Bonjour, je suis Bruno Despujol, en charge du bureau de Paris d'Oliver Wyman, cabinet de stratégie et un des leaders mondiaux présents dans plus de 30 pays et 70 villes. Donc, le RSE est un sujet majeur aujourd'hui au cœur de tous les débats. Si on prend la pression réglementaire, sociétale ou économique, on voit que l'inaction est impossible et tout le monde est concerné. Sur l'angle économique, c'est une véritable révolution à l'image de ce qu'on a vécu dans le digital il y a 20 ans. Chaque entreprise doit revoir sa stratégie, anticiper les contraintes et se repositionner pour conserver et augmenter sa compétitivité. Du côté d'Oliver Wyman, nous sommes massivement engagés sur cette transition écologique. Chaque collaborateur s'est engagé personnellement pour réduire son empreinte carbone à travers les voyages, mais aussi sur chaque projet par un dialogue intelligent avec nos clients. Et au-delà, bien sûr, nous nous engageons avec des associations sur des activités de diversité et d'inclusion. Bonjour, je suis Hinda Garbi, directrice générale du groupe Bureau Veritas. La mission de Bureau Veritas consiste à fournir des solutions et des services pour aider nos clients à réduire les risques, à améliorer les performances et à relever les enjeux de qualité, de santé et de sécurité, de protection de l'environnement et de développement durable. Depuis plus de 190 ans, Bureau Veritas agit en tant que tiers de confiance entre les entreprises, les gouvernements et la société en toute indépendance et impartialité. Aujourd'hui, le groupe compte plus de 82 000 collaborateurs. Pour répondre aux besoins de nos clients, nous avons élargi et diversifié notre portefeuille et notre présence géographique afin de servir nos clients dans plus de 140 pays. Nos expertises vont du textile au nucléaire en passant par les infrastructures industrielles. Et nous sommes guidés par des principes forts autour de l'intégrité, de l'éthique et de la sécurité. Nous sommes ainsi devenus un leader mondial dans les essais, l'inspection et la certification. Dans un monde en constante évolution, nous nous engageons à accompagner nos clients pour les aider à faire face aux nouveaux impératifs de la transition énergétique et de la décarbonation, à la reconfiguration des flux de commerce et des chaînes d'approvisionnement, aux risques climatiques et à la durabilité en général. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes fiers de la mission de Bureau Veritas, bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable. Bien, bonsoir à tous et bienvenue pour ce club Les Échos Engagement Responsable qui s'intitule ce soir la RSE au cœur de la politique RH. Alors climat, diversité, inclusion, la responsabilité sociale des entreprises est désormais au cœur de leur stratégie, un mouvement poussé par la réglementation évidemment, mais aussi par les consommateurs et par les salariés eux-mêmes. C'est en particulier le cas, on va le voir ce soir, dans le domaine des ressources humaines. Alors je remercie tout d'abord nos partenaires d'avoir rendu ce rendez-vous possible, Bureau Veritas ainsi que Oliver Wyman, qui participeront à nos échanges de vive voix tout à l'heure. Alors le principe, je vous le rappelle, une table ronde avec nos invités. Valérie Decaux, bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe de la Poste en charge des ressources humaines depuis septembre 2019. Vous aviez précédemment été DRH chez Vediorbis Randstad, chez SOR et chez Monoprix. Vous avez aussi été présidente du conseil d'administration de Pôle emploi de janvier 2021 à décembre 2023. Merci d'être avec nous ce soir. Sybille Lemaire, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice exécutive de Bayard et fondatrice en 2019 du Club Landois, un think tank dédié à la transition démographique et à la transformation sociale des entreprises. Au total, il regroupe, je crois, 24 entreprises, c'est bien ça, du CAC, L'Oréal, BNP, Dassault Systèmes, AXA, Sanofi, j'en oublie bien sûr, Orange, EDF, donc c'est plus large que le CAC. Avec, en mars 2023, la signature par une cinquantaine d'entreprises, donc plus large que vos membres, d'une charte sur la place des salariés de plus de 50 ans. Et je crois qu'il y a bientôt la signature plus large, je crois que c'est le 22 mai. 29 mai, ok, avec la ministre, Madame Vautrin. Absolument. De la même charte, mais avec et nous sommes une centaine déjà d'entreprises. plus de 100 signataires. C'est ça.
Merci d'être avec nous, en tout cas ce soir. Isabelle Seneter, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des ressources humaines d'Amundi depuis septembre 2011. Vous aviez rejoint le groupe l'année précédente après avoir effectué une grande partie de votre carrière au Crédit Lyonnais. Vous avez été notamment chargée des relations sociales au moment du rachat par le Crédit Agricole. Merci d'être avec nous aussi. Donc, après notre table ronde, il y aura des questions qui seront posées par nos partenaires. Et puis, vos questions, à vous qui nous suivez sur YouTube, et que vous pouvez nous adresser à l'adresse du club, donc clubleséchos@leséchosleparisien.fr. clubleséchos@leséchosleparisien.fr. Voilà, mais tout d'abord, je donne la parole à Vanessa Lopez-Rodriguez d'Oliver Wyman pour planter le décor et faire un état des lieux. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes, merci. Alors je suis ravie d'être avec vous ce soir pour pouvoir discuter sur ce sujet important. Donc le sujet d'aujourd'hui est la place de la RSE dans les politiques des ressources humaines. Donc la RSE, elle recouvre un vaste champ de sujets sur le volet RH, du climat à l'inclusion, en passant par l'équité et la diversité. Ces thématiques, elles sont aujourd'hui largement intégrées dans le cadre réglementaire européen, comme vous le rappeliez, Alexandre, notamment dans la CSRD, qui a élargi le champ du reporting sur cette dimension sociale de l'entreprise. La RSE, pour autant, elle n'est pas nouvelle dans le paysage des entreprises, mais elle est redevenue un enjeu stratégique, notamment dans les politiques RH sur les aspects de recrutement et de rétention. Donc je vous propose tout d'abord de faire un zoom sur les jeunes, et en particulier la génération Z, qui est âgée de moins de 26 ans aujourd'hui. Et ce que l'on constate dans nos études, c'est que 80% d'entre eux se sentent moins engagés dans leur travail lorsque leur employeur ne prend pas d'engagements environnementaux et sociaux. Donc c'est un fait assez marquant, et d'autant plus que 33% d'entre eux sont plus enclins à quitter leur emploi si les engagements ne sont pas tenus. Donc c'est devenu, la RSE, un facteur de différenciation majeur auprès de ces générations-là, qui recherchent un réel alignement entre leurs valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise pour laquelle elles travaillent. Alors cette génération Z, elle peut paraître encore minoritaire aujourd'hui, elle représente 15% du marché du travail en France. Pour autant, on a de fortes disparités selon les postes, selon les secteurs. Si je prends l'exemple du secteur bancaire, par exemple, les jeunes de moins de 30 ans, ils représentent 50% des recrutements aujourd'hui. Et cette population donc, de moins de 26 ans, 15% aujourd'hui, à horizon 2030, donc demain, elle représentera un tiers de la population active en France. Donc on constate bien que leurs comportements, leurs attentes vont profondément façonner le monde du travail de demain. Donc cette génération Z, on voit bien qu'elle est le fer de lance d'un mouvement beaucoup plus profond où on constate que les collaborateurs, toutes générations confondues, sont de plus en plus attentifs à ces sujets de stratégie RSE au sein de leur entreprise. Et je commencerai par le premier point, qui est l'importance de la RSE dans un contexte où le recrutement et la rétention sont extrêmement tendus dans les entreprises. En matière de recrutement, les collaborateurs sont de plus en plus en recherche de sens dans leur emploi, d'alignement avec la raison d'être de l'entreprise, de constater également des initiatives liées au bien-être au travail et des opportunités de croissance et de développement au sein de l'entreprise. Et pas uniquement une attention portée à la rémunération, qui reste néanmoins un sujet important. Et si on fait un zoom sur les entreprises les plus attractives pour les jeunes et les étudiants, eh bien ces entreprises ont des scores RSE 25% plus élevés que les autres entreprises. En matière de rétention, on constate le même phénomène, c'est-à-dire que les entreprises qui ont mis en place des stratégies RSE ont un niveau de satisfaction de leurs collaborateurs plus élevé, un moindre turnover et une meilleure productivité. Et s'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-ci, 83% des collaborateurs se projettent dans un avenir proche dans leur entreprise lorsque celle-ci a mis en place une stratégie RSE. Dans le cas contraire, s'il n'y en a pas, c'est 67% seulement de ces collaborateurs qui s'y projettent. Le deuxième point qui est important, c'est que, au-delà de l'intention, il y a la question du passage à l'acte. Un collaborateur sur 3
déclarent que fixer des objectifs n'est pas suffisant aujourd'hui. Donc il y a vraiment cet enjeu de passage à l'acte vis-à-vis des engagements pris dans le climat, par exemple, mais également de la réalité, de la diversité au sein de l'entreprise ou des initiatives mises en place pour le bien-être des collaborateurs ou la flexibilité du travail. Donc la RSE, pour conclure, elle est vraiment devenue un facteur de différenciation, de transformation des politiques RH aujourd'hui et quand elle est bien menée, elle vient renforcer la proposition de valeur et l'image de marque des entreprises. Merci beaucoup Vanessa. Merci à vous. On va poursuivre nos échanges autour de cette table ronde maintenant, tous les quatre, et essayer de reprendre ensemble peut-être chacun de ces sujets avec nos invités dont les politiques RH ont tous des objectifs ambitieux en matière de RSE et qui vont nous faire part de leur stratégie pour les atteindre et des difficultés aussi peut-être qu'ils ont rencontrées. Peut-être j'ai envie de parler d'abord des moteurs et de commencer par vous, Valérie Decaux, si vous êtes d'accord. Pourquoi, finalement, les directions des ressources humaines se sont mises à faire de la RSE ? Qu'est-ce que finalement, ça leur apporte ? C'est quoi leur moteur, au fond ? Au fond, je crois que le moteur, c'est la performance de l'entreprise. On a vu post-Covid que le monde avait changé, la relation au travail avait changé, qu'il y avait des attentes très personnalisées des collaborateurs et que ça s'exprimait de façon beaucoup plus claire qu'avant. Donc la RSE, finalement, c'est une palette d'outils que chaque entreprise peut activer pour s'intéresser, finalement, au-delà, j'allais dire, de la relation contractuelle avec le salarié, eh bien, à la personne dans toute sa dimension et pour tenir compte, au fond, de ses besoins, de ses envies, aussi de ses contraintes personnelles, de façon, effectivement, à créer de l'engagement. Et on vient de le voir, l'engagement, c'est un vrai sujet. Et l'engagement produit de la performance. Donc au-delà, j'allais dire, de la chose bien pensante que pourrait être seulement la RSE, je pense que c'est un vrai défi de l'intégrer dans les pratiques RH pour lui donner de la réalité et pour être en capacité effectivement de s'intéresser beaucoup plus aux individus qu'aux seuls salariés. Vous voulez dire que vous n'avez plus seulement cette relation employé-employeur, en fait. C'est ça, c'est plus large que ça. Bien sûr, et c'est indispensable, mais je pense qu'il y a une nécessaire adaptation beaucoup plus attendue aujourd'hui de chaque salarié, que les besoins de chacun aujourd'hui ne sont naturellement pas les mêmes. Et aujourd'hui, les candidats ou les salariés osent exprimer, et puis on est dans un marché de l'emploi qui est meilleur que ce qu'on a pu connaître. Et dès lors, la relation, le rapport de force finalement du marché de l'emploi fait que les entreprises, en tout cas pour bon nombre de qualifications, se retrouvent dans cette, j'allais dire, obligation. Et au-delà de l'obligation, moi je pense que c'est un bon chemin que de prendre au fond en compte chaque individu tel qu'il est pour qu'il puisse travailler le mieux possible. Isabelle Aucibil, vous voulez réagir là-dessus ? Oui, peut-être... Je trouvais très intéressant la présentation de vos partenaires et je m'y retrouve tout à fait. Chez Amundi, on fait évidemment tout un tas de sondages et on voit que les salariés plébiscitent plutôt notre engagement sociétal, mais ils sont plus de 80 dans les plus anciennes générations et on perd 10 points, 70, qui reste toujours élevé, chez les plus jeunes. Donc ce décalage-là existe et on est poussé par les plus jeunes, mais pour autant... L'enjeu, on voit bien qu'il est beaucoup plus large que ça et beaucoup plus profond. Les enjeux de transition énergétique et les évolutions industrielles qu'ils impliquent, le montée des sujets sociétaux, et je suis d'accord aussi amplifié par les sujets Covid, tout ça, ça change le modèle de l'entreprise. Et on sort finalement de la vision très Friedman, l'entreprise a quoi pour objectif ? De satisfaire ses actionnaires et de produire de la rentabilité, à l'entreprise doit également se fixer des objectifs sociétaux, c'est-à-dire des objectifs long terme, et avec la conviction que les deux doivent se rejoindre. Et c'est plus un supplément d'âme, c'est plus qu'est-ce qu'on fait en RSE, c'est comment l'entreprise, dans l'ensemble de ses actions, se fixe des objectifs et fait des choses. Et ceux qui ne le feront pas courront des risques d'image ou même de cohésion sociale à l'intérieur de l'entreprise. Et après, les politiques RH là-dedans, elles s'intègrent
dans celle de l'entreprise. Chez Amundi, dès sa création en 2010, on avait 4 piliers, dont un, les classiques clients, dont un qui était l'investissement responsable. Et donc, à partir de cette logique d'investissement responsable, c'est de se dire qu'est-ce que, côté RH, on fait pour accompagner ces enjeux de l'entreprise et comment, dans un souci d'exemplarité, de cohésion, on le décline aussi dans l'ensemble de nos politiques. Oui, vous voulez dire auprès des entreprises dans lesquelles vous investissez, c'est ça que vous voulez dire? Alors, il y a le côté lié à notre métier, qui est de se dire, c'est prendre en compte non pas seulement la performance financière des entreprises, mais également la performance extra-financière, ce qui est fait en matière d'environnement, social, de gouvernance, dans l'évaluation des entreprises. Et encore une fois, avec la conviction que dès lors qu'on se situe dans du long terme, tout ça, ça se rejoint. Les entreprises qui ne prennent pas en compte les enjeux environnementaux aujourd'hui, même si elles peuvent avoir une rentabilité court terme plus importante parce que moins d'investissement, ça se retrouvera, donc ce n'est pas en lien avec la rentabilité globale. Dans nos politiques d'investissement, on prend en compte aussi, bien sûr, des sujets sociaux avec notre côté un peu européen. On n'a pas peur de regarder le ratio d'équité, des plus grosses rémunérations, de dire que c'est bien que les salariés soient dans les conseils d'administration. Ouais. Je reviens aux salariés. Ce que vous voulez dire, c'est que le salaire ne suffit plus, même dans la finance, qui est plutôt... Est-ce qu'il a déjà... Peut-être surtout dans la finance, d'ailleurs. Oui, mais on croit... Alors, c'est important. Dans nos métiers RH, c'est ce qu'on disait. On va accompagner le développement de l'entreprise et ses objectifs de développement de croissance et ses objectifs RSE. Pour moi, le premier travail, même RSE, c'est l'emploi. C'est de se dire qu'on a les bons emplois, avec des collaborateurs bien payés, bien formés et qui sont capables d'évoluer aussi en fonction de l'évolution de l'entreprise. Est-ce que le salaire a toujours suffi? Je ne crois pas. Je ne suis pas certaine que ça l'ait déjà été. Donc probablement plus maintenant et avec plus d'implications individuelles. Dans l'entreprise, on demande beaucoup plus à l'entreprise parce que aussi il y a plein de terrains qui sont moins pris par l'État, par autres, donc on demande plus. Et quand les jeunes nous disent on veut on veut que l'entreprise fasse plus, la question derrière, c'est qu'est-ce que je peux faire moi, d'ailleurs, dans ces domaines-là, liés au projet de l'entreprise et plus largement, d'où le fait qu'on a beaucoup d'entreprises multiplier les initiatives solidaires au-delà de l'entreprise elle-même. Oui. Qu'est-ce qui a changé finalement? C'est une question que je vous pose à toutes les trois, mais en 20 ans par exemple, ou en 10 ans. Est-ce que ça, c'est complètement nouveau? Par exemple, ce qu'on disait sur le rapport salarié-employeur et le salaire qui ne suffit plus du tout aujourd'hui aux jeunes recrues. Alors, nous, au Club Landau, on est plutôt sur la transformation, j'allais dire, sociale des entreprises. D'abord parce que les entreprises ont pris plus tardivement conscience du S de ESG. Et surtout, elles prennent conscience qu'il y a quand même un vieillissement qui s'accélère. Le président de la République s'en est rappelé à nous tous en rappelant le taux de fécondité en France. Alors, le phénomène, il est français. On rappelait les chiffres de la jeunesse. Je rappelle ceux des seniors. Les seniors, c'est-à-dire les personnes de plus de 50 ans. Ensuite, le débat, est-ce que ça commence à 45 ou à 55? Je vous laisse choisir votre chiffre. Nous, on l'a normé à 50. Ça représente 41% de la population française. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui nous happe tous en France, mais aussi en Europe, qui va perdre d'ici 2050 25 millions de sa population. 20% des foyers en Italie n'ont pas d'enfants. Et ce phénomène se développe aussi, on le voit, en Chine, aux États-Unis. Alors, l'entreprise va se poser la première question, et je rejoins Valérie Decaux sur son souci de performance, c'est le sourcing de talents. Où sont les talents? Comment les trouver, les garder, les conserver et les projeter dans un parcours sur lequel aujourd'hui on a une transformation assez importante et qu'on observe. Et puis, il y a aussi un nombre de seniors assez important. Donc, dans les entreprises du club, on voit que 50% des employés ont plus déjà de 50 ans. Donc, on voit à la Poste, on voit chez Amundi qui sont des partenaires du club. Qu'est-ce que ça a comme effet? C'est qu'il y a des effets traversants, puisque nous vivons plus longtemps. Et les effets et les impacts qu'il y a dans la société, c'est ce que rappelait Isabelle, et qui se rappelle à nous en entreprise. Je n'en nommerai que 2. Il y a 11 millions d'aidants en France aujourd'hui, 17 millions à horizon 5 ans. Ces aidants sont donc bien dans nos entreprises. Et donc, le phénomène, j'allais dire, corollaire de l'aidance est effectivement
un absentéisme qui a augmenté. Donc on a des étapes de vie qui vont fondamentalement et très profondément se transformer. On a des effets de monoparentalité qui augmentent post-Covid de façon importante, qui créent une nouvelle relation à l'entreprise et pour lequel le club a décidé de collectivement essayer de trouver des solutions qui puissent passer à l'échelle et répondre aux demandes de ses salariés. C'est ça, donc c'est intéressant parce qu'on a parlé des jeunes pour commencer, puis là vous parlez des seniors, mais on voit bien que tout a changé dans les attentes à la fois des uns et des autres et que les entreprises sont obligées de s'ajuster puisque c'est plus du tout le même monde qui les entoure. Il y a un principe de réalité effectivement par rapport à la courbe démographique. La démographie a ce site particulier d'être une science exacte et on a tous appris à se compter, effectivement. Ouais. Ouais. J'ai envie de vous poser une question un peu provocante, mais est-ce que finalement, est-ce que ce qui se passe en dehors du travail pour vos salariés, est-ce que ça vous concerne vraiment ? Pour rebondir, alors d'abord oui, enfin, moi j'en suis profondément convaincue, et là c'est l'expérience qui parle, mais pour rebondir sur le sujet des seniors qu'évoque Sybille Lemaire, c'est la question de l'aidance. La population vieillit, les moyennes d'âge dans les entreprises s'élèvent, j'allais dire, concomitamment. Dès lors, qu'est-ce que l'entreprise fait pour tenir compte de cette réalité ? Et donc, qu'est-ce qu'on met en place ? Qu'est-ce que nous, La Poste, par exemple, on met en place pour aider ces personnes ? Pourquoi ? Parce qu'effectivement, si on ne met pas en place des choses très concrètes, ça peut être un peu plus de télétravail, faire des dons de jours de congé, ça peut être délivrer des certificats d'aidants, ça peut être plein de choses, mais si on ne le fait pas, on a de l'absentéisme, donc derrière, de l'engagement qui baisse et donc indirectement de la sous-performance. Donc c'est là où c'est intéressant de se dire au fond, prendre en compte la RSE et en particulier pour nous ici le S, c'est tenir compte de l'individu dans toutes ses dimensions. Ouais. Les jeunes qui veulent effectivement mener des activités de bénévolat, on permet le mécénat de compétences. Les plus âgés, parce que leurs parents sont malades, il faut mettre en place des politiques d'aidants. La question des violences familiales qui est dans la société, qu'on le veuille ou non, ça fait partie des problématiques de l'entreprise, parce que là aussi, c'est de l'absentéisme, c'est du travail moins engagé, donc de moindre qualité. Et moi, je pars du postulat, et à la Poste, nous partons de ce postulat, c'est si le salarié est bien dans sa vie, il est bien dans son travail. Donc on a tout intérêt, à la fois pour le salarié et pour l'entreprise, à déployer toutes ces politiques très concrètes et très à la carte, en vérité. Et investir en fond dans sa qualité de vie, au fond. Ouais. Ouais. Pour rebondir avec quelques exemples concrets, mais on partage également la même conviction. Si on regarde sur le sujet des femmes, par exemple, on voit bien que selon les difficultés rencontrées, ça a des enjeux sur la carrière. En Allemagne, par exemple, les systèmes de garde sont beaucoup moins performants qu'en France, où on a quand même tout un système de crèche qui, du coup, est un frein à la prise de responsabilité. Sybille, on en a déjà parlé ensemble plusieurs fois. Pour moi, sur ce sujet, la monoparentalité est un sujet qu'on doit continuer à travailler, on doit faire davantage de choses. Et ça touche tous les niveaux dans l'entreprise de femmes pour être capables de bien concilier la vie professionnelle et la vie professionnelle. Très bien. C'est à la fois un enjeu individuel pour les personnes, mais un enjeu collectif et de performance pour l'entreprise. Il y a cette phrase de Groucho Marx que j'aime bien, c'est que dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Donc ça appelle quand même un petit choc de prévention, prévoyance, appelons ça comme on veut. Ce qui est très important pour les femmes, notamment, c'est que 31% des femmes qui passent actuellement à la retraite touchent moins de 890 € par mois. Les raisons qui y concourent, on les connaît, les inégalités de salaire, les temps partiels, etc. Donc je pense que dans les courants des entreprises et les attentes, et là je rejoins ce que disaient Isabelle Saeter et Valérie Decaux, il y a un enjeu de discrimination lié à l'âge. Et aussi étonnant que cela puisse être, on a fait quand même une étude avec Jérôme Fourquet de l'IFOP, c'est l'élément le plus discriminant selon les employés. Tous les Inclusion Survey de France, international, c'est l'âge. Donc, il faut adresser ce sujet-là. C'est la raison pour laquelle on a fait une charte, vous en avez parlé, pour laquelle on est en train de poser un index avec effectivement des points qui vont nous permettre d'évoluer, de savoir d'où nous partons dans cette discrimination. Point numéro 1.
Lié à ça, il y a les enjeux de formation. Je suis assignée à résidence, je ne suis pas considérée. Donc ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte dans les entreprises. Et lorsqu'on voit effectivement les taux de formation post-45 ans, il y a de quoi se poser des questions. On a un taux d'employabilité qui est 10 points inférieur à la moyenne européenne. On n'est pas à 2 chiffres après la virgule. On est sur une distance qui se réduit, certes, mais trop lentement et insuffisamment. Donc il y a une considération effectivement sur les enjeux de formation, il y a une attente des salariés et une réponse, j'allais dire, des entreprises aujourd'hui. Et puis, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais qui est un phénomène important, il y a des attentes du côté de la santé, notamment des notions de santé mentale, de plus en plus importantes de la part des salariés. D'accord. Si vous voulez bien, je veux bien qu'on passe à une deuxième partie de notre entretien. Je crois qu'on voit bien maintenant les moteurs. La société bouge et les entreprises doivent forcément, elles aussi, bouger. Je voudrais passer aux réalisations et vous demander, peut-être à chacune d'entre vous, un exemple, 2 exemples de politiques que vous avez mises en place et dont vous êtes particulièrement fiers. Je vais parler des aidants. Oui. Hein, voilà. Allez. Donc, à la Poste politique aidant, avec un premier accord de 2018, renouvelé depuis lors et nouvel accord en cours de discussion, avec 5300 aidants, 65% de femmes. Donc là aussi, on voit le lien entre les questions d'égalité et d'aidance, et d'âge, et de formation, et de qualification. 72% des aidants sont des aidantes en France. Voilà, donc on est un peu en dessous. En dessous de la moyenne, mais enfin, vous n'êtes pas loin quand même du truc. Ouais. Voilà, et une politique qui prend de l'ampleur, qui se développe parce que c'est une réalité. Et ça, effectivement, il y a quelques années, les entreprises n'auraient jamais pris ça en compte. Et ça a complètement changé. Donc ça, c'est un exemple et une réalisation récente parce que liée à la réalité de la population. Et juste là, je rebondis. Comment vous avez fixé cette priorité? Comment vous avez choisi cette priorité au départ de mettre l'accent, vous, en termes de RH, sur l'aidance? Alors, parce qu'à la Poste, on a une population, enfin la moitié des postiers en France, c'est environ 200 000 personnes, ont plus de 50 ans de moyenne d'âge, ce qui veut dire que, passé 50 ans, on est confronté plus facilement à cette question. Donc, on traite par rapport aux besoins et à la réalité de l'entreprise. Et au démarrage, vous aviez des problèmes peut-être d'absentéisme ou des problèmes de concentration au travail sur Et donc, on voit ce lien. Il y a une étude de Malakoff Humanis qui est sortie récemment et qui démontre, en fait, le lien entre la considération et la politique d'aidance et l'absentéisme. Donc ça, c'est un point intéressant, c'est-à-dire que si on met des moyens et si on environne correctement les personnes concernées, eh ben, elles sont plus engagées, elles ont envie d'être plus présentes et de mieux faire leur job. On les soutient, en fait. Isabelle, s'il y avait une chose à retenir qui est vraiment différenciante... Je vais vous en dire 2. Allez. La première qui est d'avoir aligner l'ensemble de nos politiques liées aux enjeux de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rémunération de notre directrice générale est à 20% liée aux enjeux RSE. C'est le cas également de la rémunération à long terme de l'ensemble de nos dirigeants. C'est le fait que l'ensemble des gérants et des commerciaux aient des objectifs RSE. D'accord. C'est le fait aussi qu'on est formé avec des formations qu'on a créées nous-mêmes, l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise et plus d'une dizaine de formations liées au métier. Donc, ça fait combien de collaborateurs, ça, en tout? Pardon? Combien de collaborateurs, du coup? 5 000 collaborateurs. Donc, c'est la cohérence et d'être capable d'accompagner par la politique RH les enjeux de l'entreprise. Quitte à incentiver, quoi. Voilà. Sur la RH, c'est ce que vous disiez, la rémunération compte, quand même. quand même. Sur la partie RH, je dirais le handicap. Je pense qu'on a fait beaucoup de choses sur le handicap. C'était pas gagné parce qu'à Amundi, 95% de cadres, et on sait que le handicap, c'est compliqué aussi pour l'accès à la formation. On a multiplié par 2 notre taux de collaborateurs handicapés depuis la création de l'entreprise. On a 2 fois plus de collaborateurs en situation de handicap en moyenne que les sociétés de gestion. Cette année encore, plus de 7% d'alternants. On n'est pas encore dans des chiffres très importants, mais quoi, on a pris... du coup, ça fait quoi? Vous dites multiplié par 2, mais ça fait quel pourcentage? On doit être autour de 4% aujourd'hui, et on était à moins de 2% au moment où Amundi a été créé. Donc, c'est un engagement militant de trouver et d'agir. C'est là où on voit que, d'ailleurs, sur nos sujets, la question qu'on évoque souvent des parties prenantes, de tous les gens, on est obligé de sortir des chemins classiques. Donc, on le fait très en amont. On travaille avec l'école de Garches, qui a des
personnes en situation de handicap. Et là, on est sur le lycée qui venait de passer. On doit en avoir une centaine, pareil, depuis la création de l'entreprise, avec l'Institut des jeunes aveugles. Et donc, il y en a une qui est devenue alternante et qui après a été embauchée. Donc, c'est d'être multifacteur et d'aller chercher très en amont quand ce sont des sujets sur lesquels on a une difficulté. Et on l'a fait parce que c'est une notion de courage, qui est la première valeur de l'entreprise. Et ça donne aussi un élément positif à l'ensemble des salariés de l'entreprise de voir le courage qu'il faut avoir. C'est ça, c'est envoyer ce signal-là à l'ensemble des salariés. Et de solidarité, qui est une autre valeur de l'entreprise. D'accord, très bien. Peut-être un mot de la diversité, l'égalité homme-femme, parce que je sais que ça compte aussi pas mal pour vous. Et oui. C'est un sujet qui n'est pas forcément facile, notamment dans le domaine financier. Il a été facile, je dirais, pour nous, sur les postes de management. On oscille maintenant entre 35 et 40%, comité exécutif. Et il faut que ça oscille. C'est pas grave, si c'est une année, ça baisse, parce que tout doit être fait en fonction des compétences et pas des chiffres. Mais ça, on y est arrivé avec une politique très volontariste sur les viviers, en revanche. On n'avait pas mis de quota, mais on a dit qu'il faut que tous les viviers soient à 50%. Et en regardant les chiffres aussi, ça permet d'avoir... Donc ça, après les enjeux, on l'a, si on est convaincu, et on l'est, que la diversité dans les métiers, elle est importante, pas que la diversité homme-femme, la diversité d'origine, sociale, de type d'études, toute cette diversité, elle apporte, ou de façon de penser, de la richesse au fonctionnement des entreprises. Et là, dans la gestion, on doit être à 26%, donc moins de femmes dans la gestion. Donc là, c'est pareil. On travaille avec Dauphine en amont sur femmes et sciences pour essayer de comprendre les leviers et d'augmenter le nombre de femmes intéressées par ces métiers. On a le cas en RH aussi. On est très content d'accueillir plus d'hommes et je pense que c'est pareil. On est un petit peu très, très, très féminine. Donc voilà, plein de choses déjà faites et encore beaucoup de choses à faire, notamment, comme je viens de l'évoquer, dans le cœur de notre métier qui est la gestion. Les viviers, c'est les viviers externes dans lesquels vous allez... Non, pardon, les viviers, c'est interne. C'est-à-dire que dans tous les postes gens que vous mettez dans le tuyau en pour RH, reprendre des responsabilités. On suit et on se dit, voilà, quels sont les collaborateurs qui peuvent prendre ces postes. D'accord. On suit des pools de talents particuliers. Donc dans tous ces pools-là, d'être à 50%, et dans les plans de succession, de se dire, on veut regarder 50% d'hommes et de femmes. Ça oblige à se poser des questions, à relever, analyser des collaborateurs en l'occurrence, qu'on n'aurait peut-être pas regardé avec autant d'attention si on n'avait pas mis cette contrainte sur les viviers. Merci. Sybille. On en a parlé, c'est la charte d'engagement. Peut-être vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'elle fait concrètement, qu'est-ce qu'elle a fait bouger comme ligne. Alors, ça a fait bouger comme ligne déjà, et je salue le courage des premières entreprises qui ont signé. Parce que honnêtement, se dire je vais signer une charte d'engagement envers les collaborateurs de plus de 50 ans, on aurait aimé que ce soit un peu inné, ça ne l'a pas été. Et nous partîmes 10, nous sommes bientôt 100, mais quand vous remettez ce chiffre à l'aune du nombre d'entreprises en France, vous dites qu'il y a encore du travail. Il reste du boulot. Donc voilà, je salue celles qui l'ont fait. Je pense que beaucoup ne sont pas encore au courant, donc je vous remercie, Alexandre Couillis, de me donner cette possibilité d'en parler. C'est important parce que on sous-estime l'effet d'impression de manque de considération d'une partie des employés aujourd'hui dans les entreprises et qui ont un sentiment effectivement d'être assignés, relégués et c'est important de leur dire de la même manière qu'il y a des talent programs dans tous les sens du côté des jeunes, on va faire un talent programme aussi pour toutes les personnes. Et c'est très important parce que on sous-estime aussi, et en France, on a du mal à articuler cette pensée du soft skills, c'est-à-dire de se dire qu'il y a les expertises devraient être plus valorisées plutôt que d'arriver par des identifications par âge. Donc, c'est tous ces sujets de communication qui ont été mis en place sur l'ensemble des entreprises. Elle a ceci d'intéressant que, pour ne pas citer une entreprise comme AXA, l'a signé au niveau monde. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait signer pour l'ensemble de leurs filiales. L'Oréal a signé pour 7 de ses filiales et donc font des zones d'observation au niveau mondial. Donc j'allais dire qu'elle est suffisamment large pour que tout le monde puisse s'en saisir et pour des entreprises importantes et qui ont un développement international, qu'elle puisse être diffusée aussi dans leurs filiales. On a été encore plus loin, mais là vous anticipez un tout petit peu et je vous donnerai les chiffres parce que nous les publions le 29 mai. Ça a été l'index.
Ça a été au moment de la réforme des retraites. On s'est posé la question, est-ce qu'on fait un index ou on ne fait pas un index? Nous avons souhaité mettre nos chiffres de manière en collectif pour pouvoir se dire combien avons-nous de personnes de plus de 50 ans en entreprise, quel est le taux de mobilité que nous leur proposons, le taux de formation et le taux de recrutement. Moi, celui qui je pense qui va être le plus intéressant, c'est le taux de formation qui induit aussi beaucoup cette notion de mobilité et qui, à mon avis, est un point de départ. Alors, on pourrait mettre plus d'indicateurs, c'est ce que nous allons faire, mais on est vraiment en construction en termes de pédagogie avec les entreprises et nous sommes cet élément ressource où nous prenons la donnée, nous la collectons, nous la partageons, nous l'étudions et on met en place ensuite effectivement des programmes qui permettent de dire, comme disait Isabelle Senetter ou Valérie Decaux, de pouvoir les déployer de façon très pragmatique au sein des entreprises. Très bien. Isabelle. Moi, je suis très favorable à ces index. On voit bien que... Et la RSE a cette vertu qu'elle nous oblige aussi à montrer des chiffres, à se fixer des objectifs. Et on voit bien que c'est ça qui fait finalement bouger. D'être s'obliger à partir des réalités aussi et de regarder les conséquences de ce qu'on fait. Donc, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. On l'a vu sur l'égalité homme-femme salariale. Ça a eu évidemment un impact. Et je pense que d'en avoir un sur la partie senior, ça permettra aussi de pousser chacun à la compréhension de sa situation et à l'action. Je pense que ça fédère, je dis juste que ça fédère et ça crée une dynamique dans l'entreprise que de pouvoir observer d'où vous partez et où vous souhaitez. Et notamment, nous sommes dans la discussion du taux souhaitable. On a parlé un petit peu des difficultés. Vous en parliez, Isabelle, notamment pour recruter. Ce n'est pas forcément facile d'accéder à des pools de talents où il y a autant de femmes que vous le souhaitiez. Ce que je voudrais peut-être, parce que je vois que l'heure avance, mais c'est qu'on parle également des gains pour l'entreprise, du retour que vous avez eu sur des effets en fait, de ces politiques que vous avez mises en place, RSE au niveau RH. Est-ce que, par exemple, vous avez constaté moins d'absentéisme au travail? Est-ce qu'une meilleure productivité aussi? On en parlait tout à l'heure. Par exemple, sur l'absentéisme, Valérie, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous avez vu baisser vos taux d'absentéisme, concrètement? Alors, sur cette population d'aidants, on est en train de le regarder, mais a priori, c'est le cas. Après, il faut qu'on ait un peu de recul. Donc, on finalise nos chiffres, mais j'ai la conviction que ça participe à la baisse de l'absentéisme. Ça, c'est absolument certain. Et puis, l'autre chiffre que je peux citer, c'est que chaque année, à la Poste, nous adressons à l'ensemble des 250 000 postiers un baromètre d'engagement. Qui est en fait administré par Ipsos. Et dans ces questions, il y a pas mal de questions sur la RSE, aussi sur la QVCT, etc. Et ce qu'on a observé, et on a une question qui pose le point de l'engagement, et ce qu'on observe quand on pose la question, est-ce que vous avez le sentiment que votre entreprise est engagée en matière de RSE, est-ce que ça constitue en gros un levier de motivation pour vous? Le taux de satisfaction, enfin de réponse favorable est élevé à 65%. Et on voit que plus on met des choses en place, plus ce taux est croissant. Donc ce qu'on voit, c'est quand même un lien entre le déploiement concret des politiques sur le terrain. Encore une fois, à la Poste, on a beaucoup de personnel sur le terrain, des facteurs, des chargés de clientèle, aussi des cadres et puis des développeurs informatiques. Il y a ces multimétiers. Mais si on adresse chacune de ces populations avec des palettes d'outils différentes selon les besoins, on arrive à obtenir de l'engagement. Alors faire le lien entre l'engagement, la performance, la productivité, on n'en est pas encore là. Vous précédez mes questions, mais c'est ce que je voulais vous demander. L'engagement, c'est bien, la productivité, c'est encore mieux. Est-ce que vous arrivez à... je ne sais pas, est-ce que vous avez quantifié? Ça ne doit pas forcément être facile à quantifier, d'ailleurs. C'est aussi une question. Les avantages qu'en retire l'entreprise en termes de, efficacité, je dirais. C'est l'amélioration du taux d'absentéisme, qui est un des indicateurs les plus engageants et aujourd'hui le calculable. Oui, sûrement. Et l'engagement. L'engagement, il crée aussi une volonté de bien faire son travail, de satisfaire. Et moi, je parlais des enquêtes aussi qu'on fait tous. Et il y a une vraie corrélation entre la vision de l'engagement sociétal de l'entreprise,
la fierté d'appartenance et la recommandation de l'employeur. C'est-à-dire que les trois sont alignés. Alors on peut dire que ceux qui sont contents de tout, ceux qui ne sont pas contents sont moins contents, mais quand même, il y a une vraie corrélation et la conviction qu'en effet, performance et bienveillance, ça ne s'oppose pas et qu'il faut créer un climat de confiance pour que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes, que qualité de vie au travail et efficacité, ça ne s'oppose pas non plus, parce que quand on a une organisation du travail, le bon équilibre qui permet les bons outils, les bons collègues, la bonne façon de travailler collectivement, ça crée de l'efficacité. C'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que tous ces enjeux RSE, ils sont liés aussi au bon fonctionnement, finalement, de l'entreprise, donc à son efficacité. On disait prendre en compte la monoparentalité pour que les gens soient plus tranquilles quand ils sont au travail, évidemment qu'ils seront plus efficaces. Les aidants, la même façon, s'assurer des conditions de travail, du bien-être, de la santé, comme vous évoquiez, ça crée aussi un univers d'entreprise de confiance, de solidarité, dans le bon sens. Au-delà des programmes qu'on met, mais dans la culture quotidienne, qui a des facteurs à la fois de rétention, mais aussi d'engagement. Sachant qu'on a des solutions qui sont très simples. Il y a des solutions qui ont été déployées, comme le brevet de secourisme en santé mentale. C'est une formation qui dure une journée. La notion de brevet de secourisme, peu importe quel soit l'âge, il y a des bilans de compétences dès l'âge de 45 ou 50 ans qui sont faits avec une société qui est Alphonse, qui sont des jeunes qui ont créé ça. Donc il y a des solutions qui sont implémentables de façon assez rapide, agile, et qui ne sont pas des programmes de formation qui engagent une entreprise sur 6 mois de travaux. C'est des journées et des formats très réduits aussi, et qui participent de cette transformation. Peut-être une dernière question avant de passer la parole à nos partenaires pour qu'ils en posent à leur tour. Mais est-ce qu'on a parlé tout à l'heure de rétention et de recrutement aussi? Est-ce que vous avez aussi pu mesurer l'impact de ces politiques ou de ces programmes ou de ces actions en termes de turnover, par exemple? Est-ce que ça a réduit votre turnover? Et est-ce que aussi ça vous a permis d'attirer plus facilement les talents que vous recherchez? Alors, difficile à mesurer. Parce que le marché évolue tous les jours, donc la tension entre les besoins et les ressources est très variable. Mais en tout cas, ce que j'observe, y compris pour des cadres dirigeants, c'est effectivement toutes ces dimensions RSE, c'est-à-dire tout le questionnement maintenant que tout candidat pose de façon quasi systématique sur qu'est-ce que vous faites en matière de verdissement de votre flotte automobile. Alors, je parle de la Poste, évidemment, parce que c'est un point important. Qu'est-ce que vous faites en matière d'égalité femmes-hommes, salariale? Donc, toutes ces dimensions sont effectivement, et quel que soit le niveau, c'est effectivement des points qui deviennent très importants. Alors, en tout cas, pour ma part, avoir des mesures très précises, je ne les ai pas, parce que je pense que les liens sont difficiles à faire, mais en tout état de cause, ce sont des demandes réelles. Vous voulez ajouter quelque chose? Non. Non, alors c'est parfait, parce que je vois que l'heure tourne, et c'est le moment de passer la parole à nos partenaires, et donc j'appelle Johan Ball, directeur Talent and Learning chez Bureau Veritas, pour qu'il nous pose ces questions. Merci pour cette invitation, et merci pour ces échanges très intéressants. Alors, moi, j'ai une première question sur la relation entre les politiques ressources humaines et le E de RSE. Donc la première question est, selon vous, que peut-on mettre en œuvre dans une politique ressources humaines pour réduire l'empreinte carbone des activités internes de l'entreprise? Qui veut répondre? Je veux bien commencer, en tout cas, puisque la Poste a la flotte de véhicules la plus importante en France, puisque tout le monde connaît les petites voitures jaunes qui transportent, alors désormais plutôt des colis d'ailleurs que des lettres. Mais c'est toute cette dimension de décarbonation de cette flotte, notamment sur le dernier kilomètre, qui aujourd'hui a un impact concret sur l'environnement. C'est tout ce qu'on fait sur les forfaits mobilité durable, qui est une disposition qui permet à ceux qui le peuvent, et ça marche plutôt en milieu urbain ou périurbain, mais d'utiliser de préférence toutes les mobilités douces, le vélo, les trottinettes, etc. Donc c'est de l'incitation. Donc ça veut dire que sur ces politiques de rémunération, il y a des choses à faire.
qu'il s'agisse de véhicules de service, mais aussi de fonctions. On est en train de tester pour les cadres dirigeants pardon, j'oublie le nom, c'est pas le forfait mobilité douce, mais c'est un équivalent où je rends mon véhicule de fonction carboné versus en fait la possibilité d'avoir l'équivalent pour prendre le train, les transports en commun ou des véhicules électriques. Donc il y a toutes ces dimensions qui peuvent être activées. Et puis aussi les dimensions de mécénat de compétences qu'on peut orienter vers des associations sur les thématiques. Je pense à la LPO parce qu'on a un partenariat avec la LPO. Donc toute la sensibilisation et toutes les actions qu'en dehors du travail, mais dans le travail, nos salariés mènent sur le terrain. Ça peut être des clean-up days, ça peut être des choses comme ça. Donc petit à petit, on construit les choses et puisque la Poste va passer aux nouvelles instances de représentation du personnel que sont les CSE, eh bien, on a décidé de créer une commission environnement, ce qui est quand même la preuve qu'il y a une attente aussi des organisations syndicales sur le sujet. Merci. L'une d'entre vous veut compléter ou... Oui, alors, on s'est fixé comme objectif une réduction d'empreinte carbone de 30% par collaborateur. Alors, on n'est pas une entreprise industrielle, hein, donc nous, ça va être quoi? C'est les voyages. Réduire de 30% les voyages, et ça, on a été aidé quand même par tout ce qui s'est développé post-Covid. Et après, c'est les locaux, l'immobilier, meilleure isolation. Alors, on n'est pas allé, parce qu'il y a des choix à faire en RSE, hein, de se dire on réduit significativement la surface en passant au flex-office, en ayant plus de télétravail, pas un bureau par personne, parce qu'on a la conviction que dans notre métier, c'est important d'avoir du télétravail pour les raisons qu'on connaît, d'équilibre, les transports en Île-de-France, mais de maintenir le site comme le lieu de travail principal, donc de garder pour autant un immobilier qui soit attractif pour les personnes. Mais, et puis mobilité douce, tout ce que j'ai vous évoqué, et les formations, hein, on a fait plus de 2500 personnes, 110 animateurs internes, on fait la fresque du climat, qui reste quand même un outil à la fois très pédagogique, intéressant, on apprend des choses, qui joue aussi sur la cohésion d'équipe, donc tout ça contribue, et puis plein de choses sur les économies, lutter contre le gaspillage, go green, les gestes, prendre des initiatives aller chercher les initiatives que proposent les jeunes d'ailleurs sur ce sujet-là, pour voilà, un peu l'ensemble. Sybille ? Alors là, je vais reprendre peut-être plus ma casquette Bayard pour dire qu'en fait, Bayard fait beaucoup de choses, mais on le fait surtout d'un point de vue éditorial. On a participé à la création des éco-délégués, où on voit bien qu'en fait, si on demande beaucoup à l'entreprise, on aimerait que l'école aussi se saisisse dans les enjeux de formation et d'éducation dès le plus jeune âge, hein, de tous les sujets que vous avez abordés, que ce soit la discrimination de l'âge, l'égalité homme-femme, l'éducation économique et financière et l'écologie. Donc nous le faisons beaucoup au travers de nos magazines. Johan, est-ce que vous aviez une autre question ? Merci pour ces partages super inspirants. Alors, la deuxième question, vous faisiez le lien entre RSE et engagement. Ma question concerne également la manière dont on peut davantage encourager la participation des collaborateurs à des projets environnementaux ou à des initiatives en matière de responsabilité sociétale. Est-ce que vous avez expérimenté ce type de dispositif ? Alors, oui, nous, on a mis en place un programme qui s'appelle Give a Hand, où on a accompagné depuis sa création 173 projets, c'est-à-dire que c'est des collaborateurs qui viennent nous voir, qui présentent, on a fait un petit jury interne, des projets qui sont en général liés à leur engagement dans une association et sur lesquels on contribue au financement. Donc on part vraiment, et ça je pense que ça a été une évolution importante dans nos entreprises, où avant il y avait du mécénat dans différentes, maintenant c'est porté par les collaborateurs. Donc là, on l'a fait à partir de leurs souhaits à eux et de là où ils sont, au plus proche de leurs besoins. Pas forcément, même si on a quelques dispositifs comme ça, où on propose des engagements avec des sociétés avec lesquelles nous, ou des associations avec lesquelles nous travaillons. Alors, la question que vous posez, je vous remercie, parce que c'est, je pense, la question la plus difficile. Parce que intellectuellement, comprendre un sujet ne veut pas dire que vous arrivez fondamentalement à le déployer. Et la question moi, qui m'interroge, en tout cas sur la question du vieillissement. Posé autrement, on doit collectivement se dire, ça veut dire quoi vivre 100 ans ? Paul,
18 mois, le lecteur de Poppy va très probablement vivre 100 ans. Donc c'est un phénomène anthropologique qui est nouveau, donc il faut réinventer la société dans laquelle nous sommes, les étapes de vie dans lesquelles nous sommes. Et la question que ça nous pose, c'est comment est-ce qu'on aborde cette transformation culturelle. Et là, c'est compliqué. Je dois avouer que c'est l'une des grandes difficultés que nous rencontrons. Il y a des programmes formidables déployés par nous tous, Engage Me, We Love You All, enfin, que sais-je. Mais je reste encore interrogative sur la réalité de prise de conscience globale de ces phénomènes et de la prise en main par tous et pour tous. Peut-être un autre exemple sur un sujet différent pour apporter un autre angle de vue. Je pense à une expérience vraiment extrêmement satisfaisante qu'on a menée sur le sujet du handicap. La Poste est le premier employeur de handicapés en France, 14 000, voilà, avec un taux de bénéficiaires de 9,33. Et donc, dans le cadre de nos outils qu'on met à la disposition des clients sur différents outils de laposte.fr ou pour des outils internes, on a demandé si certains de ces collaborateurs handicapés étaient d'accord pour servir de testeurs de façon à tester la compatibilité de nos outils clients et internes à différents types de handicap. Et ils ont été 700 à répondre sur différents types de handicap, ce qui nous a permis de vérifier que nos outils fonctionnaient selon les différents handicaps. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça veut dire que ce qui pourrait être vécu comme une contrainte, c'est-à-dire on doit avoir au moins 6% d'emplois handicapés dans les entreprises, finalement, on l'a retourné comme une création de valeur. Et en cela, pour moi, c'est un bon exemple de démarche RSE à la fois utile et vraiment pour le salarié et pour l'entreprise. Johan, merci beaucoup. Je crois qu'on va laisser la parole peut-être à Oliver Wyman maintenant et à Vanessa, si vous voulez bien, pour elle aussi poser quelques questions. Merci. Alors j'ai conscience du temps, je vais me limiter à une question. Vous avez évoqué certaines de vos réalisations dans le périmètre de la RSE sur les sujets des aidants, du handicap, de la diversité, des politiques de rémunération. La question que je souhaiterais vous poser, c'est quels sont les défis que vous avez rencontrés dans leur mise en place et comment vous les avez surmontés? C'est un peu la question des difficultés. On revient un peu aux difficultés. C'est bien. Oui. C'est bien que vous posiez cette question-là. Je pense que c'est ce qu'on dit. Qui se lance? Non. Très bon, j'arrive. La RSE doit être intégrée et doit être une question de culture d'entreprise. Encore une fois, ce n'est pas un département qui s'occupe de la RSE, ce n'est pas la RH qui fait 3-4 actions RSE, c'est comment on fait ensemble, en sorte que l'ensemble, chacun, dans son domaine, dans son métier, intègre ces éléments-là, de la direction générale jusqu'à l'ensemble des salariés. Et sur les aspects RH, ça rejoint ce que vous évoquiez au départ sur le sens au travail. Je pense qu'on a un gros travail, je le mettrai en difficulté et en défi, à travailler sur la mise en responsabilité. J'ai évoqué le modèle de l'entreprise qui change. Là, c'est pareil, on n'est plus dans le taylorisme. Et on voit que la multiplication des process a un peu éloigné le discernement, la mise en responsabilité des personnes en face des différents enjeux. Donc je pense que notre enjeu majeur, c'est d'être capable de bien dresser le cap. Et c'est les objectifs et la RSE, tant mieux, nous pousse à être précis dans ce qu'on souhaite. Et après, d'avoir un mode de fonctionnement d'entreprise qui rend chacun au maximum acteur avec discernement. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a mis en place avec le groupe Crédit Agricole, qui l'a mis dans son projet humain comme étant la principale chose à changer. Alors, pas débattre, mais ça touche l'organisation du travail, moins de strates hiérarchiques, ça touche la façon dont on met des mini-entreprises qui vont résoudre des problématiques pour les clients ensemble, à partir des collaborateurs eux-mêmes. Donc c'est toute cette culture, finalement, et c'est toujours ça ce qui est le plus compliqué, c'est quelques marqueurs et des choses structurelles qui font qu'à la fin, l'ensemble de l'entreprise est en mouvement avec ce que chacun peut amener en discernement pour à la fois les clients, donc le business, et les enjeux au service de la société. Très bien. Vous aviez une autre question ou...
Non. Arrêtez là, j'ai Ça s'arrête là, ok. Bon, merci beaucoup, Vanessa. On va peut-être passer maintenant aux questions du public. J'en ai une là sous les yeux sur la place de l'actionnariat salarié. Quelle place pour l'actionnariat salarié et sa représentation dans l'entreprise pour sensibiliser et motiver le personnel dans l'amélioration de la prise en compte de la RSE en favorisant son implication? Moi, je pense que c'est une dimension qui est fondamentale. À la Poste, on a cette volonté de mettre en place l'actionnariat salarié, ce qui serait d'ailleurs une première pour une entreprise publique. Les circonstances ne nous ont pas permis pour le moment de le faire, mais je pense qu'effectivement, ça permet clairement de créer un sentiment d'appartenance, une meilleure compréhension du sens général de l'entreprise, et je trouve que c'est un très bon levier, outre ce qu'on connaît déjà tous par ailleurs, intéressement, participation, etc. Mais il me semble que dans les entreprises où c'est mis en place, il y a un effet très favorable. Donc pour moi, c'est un très bon outil que j'aimerais beaucoup développer. Alors, il faut venir voir Amundi. Isabelle, vous voulez compléter? Super favorable. On a, nous, des augmentations de capital réservées aux salariés avec 30% de décote, ce qui a été mis en place, évidemment, par les dernières lois. Et je pense qu'il faut en faire régulièrement pour que chacun investisse. C'est de l'épargne, en général, avec l'abondement de l'entreprise qui est assez facile, finalement. En général, on fait ça dans la foulée des intéressements, participations. Ça aligne quand même l'ensemble des intérêts. C'est de ça dont on parle. Parce qu'évidemment, qu'il faut que l'entreprise en prenne en compte sa croissance, son développement, sa rentabilité. Donc, tout ça ne doit pas s'opposer. Et le fait d'avoir et de permettre, avec des décotes importantes aux salariés, d'être actionnaires de leur entreprise, ça crée aussi de la cohérence. Et je suis tout à fait partante. Très bien. J'avais une autre question sur les difficultés. Et je ne sais pas si vous avez mis en place, peut-être je me tourne vers vous, Isabelle, mais notamment sur les questions d'égalité hommes-femmes, de diversité. Est-ce que vous avez mis en place des quotas ou de la discrimination positive? Est-ce que c'est facile à faire? Ou quels sont les freins ou les difficultés qu'on peut rencontrer, notamment auprès des hommes? Les entreprises peuvent avoir des positions différentes. Nous, on part de toute façon d'une logique d'égalité des chances. Méritocratie, égalité des chances, ce qui ne veut pas dire que ça se fait tout seul. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour que l'égalité des chances soit possible? Qui sont toutes les formations aussi sur les biais, qui sont quand même des bonnes formations. Alors nous, dans notre population, ça parle bien nos cerveaux, donc ça... qui sont ce que j'évoquais, les viviers, pour favoriser et faire en sorte que chacun puissent progresser indépendamment de leur situation d'âge, de sexe, d'orientation sexuelle, de religion. C'est exigeant pour les politiques RH. C'est comment, dans tout ce qu'on fait, on est certain qu'il n'y a pas de biais de discrimination, comment on suit les chiffres. Après, les quotas, on voit que ça favorise finalement, ça crée un mouvement, ça crée aussi potentiellement des difficultés dans l'entreprise, même pour les personnes elles-mêmes. Je suis nommée parce que je fais partie d'un quota, ou je n'ai pas été nommée parce que je ne suis pas dans le quota. Donc je pense que c'est ce qu'on a quand on n'a pas réussi. Ouais. Ce qu'on met en place quand on n'a pas réussi à le faire autrement. Et c'est nos responsabilités, avec la direction générale et les managers, à faire en sorte qu'on soit capable de favoriser chacun en fonction de ce qu'il est et de permettre à tout le monde d'accéder à tous les postes dans l'entreprise. Juste pour compléter, c'est vrai qu'il y a cette dimension d'égalité des chances. Il n'en reste pas moins, Isabelle le disait tout à l'heure, que notamment sur l'égalité entre les femmes et les hommes, je crois que s'il n'y avait pas eu les index, etc., et toutes ces lois, il y en a eu depuis 20 ans, je ne suis pas sûre que les choses auraient autant progressé. Donc finalement, tous ces index, la loi Rixin, etc., ça a quand même permis de faire bouger les lignes. Et ça a été un appui quand même, en tout cas important, pour beaucoup d'entreprises et beaucoup de DRH. Sybille ? Alors,
je ne vais pas réouvrir un sujet en conclusion, mais il faut quand même se dire que l'une des raisons dont on ne parle pas souvent d'ailleurs des inégalités, notamment salariales entre les hommes et les femmes, c'est qu'il y a une prime à l'infidélité des hommes. C'est-à-dire que je vais m'expliquer quand même, mais entre 25 et 35 ans, en fait, les femmes, alors plus tardivement maintenant, parce que c'est plutôt après 30 ans, ne changent pas de job. Elles restent dans leur entreprise parce que généralement c'est l'âge où elles ont leurs enfants et donc elles veulent conserver leur ancienneté, donc leurs acquis sociaux. Donc il y a une relation entre je reste dans mon entreprise parce que je veux conserver mes acquis sociaux qui a beaucoup à voir aussi avec donc, ce sacro-saint CDI qu'on pourrait et qu'on revoit aussi du côté des seniors qui ont une mobilité plus réduite parce que je veux garder en fait mes acquis d'ancienneté, ce qui pourrait réouvrir la question de la portabilité de son ancienneté. Ah oui. Oui, carrément. Très bien. Et ce qui rejoint votre sujet senior. Ce qui rejoint la question senior. Vous voyez la boucle est bouclée. Voilà. On voit bien, c'est-à-dire que je cherche encore, moi, mais on va en rediscuter ensemble. Tout ce qui permet aussi, on voit bien qu'il y a aussi une partie des femmes qui ont moins donné à 100% à leur carrière professionnelle au moment où il y avait beaucoup d'enfants. Et où après, il y a la problématique des seniors. Donc être capable de rattraper toutes ces femmes à 45, 50 ans, de se dire, bon, vous n'avez pas été dans l'accélérateur au début parce que ce n'était pas votre choix à ce moment-là, mais vous pouvez l'être. Ouais. On a un réservoir de talent, d'énergie à aller chercher, et c'est notre objectif de le faire. Et c'est possible, puisqu'à la Poste, on a atteint l'égalité salariale. Et voire un tout petit peu plus. Voire un tout petit peu plus, si j'ai bien regardé le chiffre, il me semble que c'est un tout petit peu au-dessus. 0,2 pour les femmes. De plus pour les femmes. Et je le dis, on a 70% de contrats de droit privé à la Poste. Donc ce n'est pas les fonctionnaires qui ont fait le job, c'est effectivement... Le fruit de politiques volontaristes, d'enveloppes qu'on consacre au rééquilibrage des métiers genrés, enfin tous ces sujets qu'on connaît. Mais vos deux dernières questions ouvrent quand même un nouveau débat, je vous insiste à faire, sur l'éducation économique et financière des femmes en particulier et de tout le monde en général. Parce que là, on a cité beaucoup de... l'actionnariat salarié, etc., le PERCO. J'aimerais bien qu'on fasse un micro-trottoir pour savoir si tout le monde a à peu près compris où il en était toutes ces questions-là. J'ai un petit doute. D'accord. Bon, ça nous donne des idées pour les prochains clubs. Je vous remercie beaucoup, toutes les trois, et je remercie aussi nos partenaires d'avoir participé à cette table ronde et puis à ces questions, ces présentations. Je vous remercie aussi, vous tous, qui nous avez suivis, d'avoir été attentifs à ce club. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous rappelle qu'il est disponible en replay, d'ailleurs, si vous voulez le revoir sur le site du club et sur celui des Échos. Le prochain club, les Échos Débats, c'est un club prospective, celui-ci. Il est prévu le jeudi 30 mai et son thème, JO et mobilité, la révolution des transports. Voilà, c'est un programme. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous.